Série noire à la une. Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Série noire. Bienvenue dans Série noire à la une. Série noire à la une, c'est le podcast où l'histoire du fait divers et l'histoire de la presse s'entremêlent, et c'est tous les mois sur retronews.fr et sur toutes les plateformes. Un fait divers vu par la presse, relaté, raconté, enjolivé, parfois ça arrive aussi, bref un crime et le regard porté sur lui, ce qui en dit long aussi, souvent sur notre époque contemporaine. Je suis Thomas Baumgartner, bonjour à vous. Série noire à la une. Ce mois-ci, manipulation, religion, inceste spirituel, guerre, dogmatique, nous allons vous parler du procès du père Girard et de l'affaire Catherine Cadière. Nous sommes en 1731. À Toulon, un prêtre jésuite d'une cinquantaine d'années, le prêtre Girard, est accusé de relations sexuelles et d'inceste spirituel envers une jeune fille de 19 ans, Catherine Cadière. Celle-ci passe d'abord pour une sainte avant d'être accusée de sorcellerie. Un procès retentissant a lieu à Aix qui se termine sur l'acquittement des deux individus après que la jeune fille, qui était en proie à des visions, des convulsions, eut été isolée au couvent puis condamnée à la potence dans un premier temps. Catherine Cadière, c'est elle appartient au milieu de la petite bourgeoisie toulonnaise. Elle développe assez tôt un attrait pour le mysticisme et au contact donc du père Girard, elle se met à avoir des visions, des stigmates. Le procès qui se tient entre septembre et octobre 1731 déchaîne les passions. Les accusations sont aussi des accusations de sorcellerie, magie, possession, exorcisme. Le père Girard était jésuite et ce n'est pas anodin dans le retentissement de cette affaire. Le 8 avril de l'an 1728, on vit arriver à Toulon un jésuite portant le nom de père Girard. Il était fort laid. Cependant, il était fort couru des dévotes et précédé d'une belle renommée comme orateur chrétien et comme conseiller intime. La célébrité qui accompagna le nouveau venu mit en émoi toutes les bigotes de Toulon. On se rua à son confessionnal. Parmi elles se trouvait Marie-Catherine Cadière, née à Toulon le 12 novembre 1709 et conséquemment âgée de 19 ans. De toutes les pénitentes, la jeune Cadière fut celle à laquelle le père Girard s'attacha le plus particulièrement. Il mettait un empressement singulier à accourir auprès d'elle sitôt qu'elle demandait à le voir. Il lui répétait sans cesse qu'elle ne faisait pas assez pour Dieu, qui exigeait d'elle bien davantage que ce qu'elle lui donnait. Il l'accablait de questions fort peu décentes et dont l'innocence seule de la jeune fille l'empêchait de comprendre la portée. Elle se crut très franchement prédestinée au bonheur éternel. Elle était donc livrée, sans aucune défense, aux entreprises de son abominable confesseur. Quand les maximes infâmes qu'il lui débitait eurent suffisamment empoisonné l'esprit de la jeune fille, il la fréquenta avec assiduité. Les visites qu'il lui faisait étaient très fréquentes. Il s'enferma à clé avec elle. Un extrait de la revue Le Droit du 12 novembre 1837. Pour parler du père Girard et de Catherine Cadière, nous sommes avec Stéphane Lamotte, historien et professeur au lycée Albert Ier de Monaco, chercheur associé au Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine, Université Nice-Côte d'Azur. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes l'auteur de l'affaire Girard-Cadière, Justice, satire et religion au XVIIIe siècle, qui est paru en 2016 aux éditions des presses universitaires de Provence. Et vous avez fait votre thèse de doctorat sur cette affaire Cadière-Girard. Ce qui nous intéresse dans Série noire à la une, c'est le traitement par la presse. Oui. Or, à cette époque-là, il n'y a pas de presse moderne, on ne peut pas le dire comme ça. Il y a des presses jansénistes, il y a des choses qui existent, peut-être chez les jésuites aussi, mais en tout cas, la presse grand public et l'opinion publique qui va avec, c'est encore balbutiant. Tout à fait. En fait, on a une presse balbutiante et diffuse, même si le premier quotidien en fait régulier, c'est le Journal de Paris en 1777. On a plusieurs types de presse, des presses mondaines qui ne s'intéressent pas forcément au sujet, mais on a un organe de presse important. Les premiers journaux, des premiers périodiques, c'est les Nouvelles Ecclésiastiques, qui est un journal clandestin. Le premier numéro paraît en 1728, c'est-à-dire c'est quasiment concomitant du début de l'affaire, et il rendra compte de l'affaire de façon bien évidemment partiale, anti-jésuite, contre le père Girard. Mais ce qu'on peut rattacher à la constellation de la presse naissante et qui est en train de se structurer, c'est toute une série de documents très intéressants. En premier lieu, les correspondances. Donc les nombreuses correspondances sur lesquelles j'ai travaillé, en particulier celle entre le parlementaire Bouillet à Dijon, Mathieu Maret qui est avocat à Paris, le marquis de Caumont qui est à Avignon. Donc on a toute une série d'épistoliers quasiment professionnels qui s'écrivent
et dont les lettres en fait sont commentées, sont souvent copiées et sont à la fois, il n'y a pas de frontière étanche entre l'espace privé et l'espace public. On peut rattacher ces lettres à une forme quelque part de périodique et de journaux. On peut y rattacher les factums, source extrêmement importante, les mémoires judiciaires. Donc on a des mémoires pour la demoiselle Cadière et des mémoires pour le père Girard. Chacun se renvoie en fait les accusations, même si effectivement la première à accuser c'est Catherine Cadière en fait, qui sa famille qui s'empare en fait un petit peu du fait divers pour accuser un jésuite sous fond d'antigésuitisme, puisque voilà, le fond, vous l'avez bien dit, c'est la querelle entre les jésuites et les jansénistes. Bien évidemment, les jésuites contre-attaquent en accusant Catherine Cadière de diffamation et de détournement de confesseurs. Donc les mémoires, les factums des différents avocats des deux côtés sont lus et sont aussi des objets de collection. Et ils circulent et ils font l'objet de commentaires en fait dans la presse. On a les pièces satiriques, des images, des estampes, souvent à connotation un petit peu légère, mais pas uniquement. On a également des chansons, des poèmes satiriques, et tout cela circule sous forme de feuilles volantes. Et on peut le rattacher à une presse qui est en train de se structurer et qui vraiment constitue l'opinion publique avec un nouveau type de lecture aussi qui devient une lecture fragmentée. C'est plus le temps du livre, c'est le temps de la presse qui est extrêmement intéressant et ce fait divers va véritablement déchaîner les passions. Je reviens à ce que vous aviez dit sur la géographie de l'affaire. Vous avez cité deux villes, Toulon, le lieu du fait divers, Aix-en-Provence, le lieu du procès, du Parlement de Provence, mais aussi l'ensemble du royaume, Paris, où on se fait lire Le Roi aime à se faire lire des extraits justement du procès, et même l'Europe, où circulent en particulier des pièces satiriques avec toute la liberté de diffusion, notamment en Hollande, où on a des pièces que l'on peut retrouver. Donc on avait une véritable constellation, et je dirais que parmi les différents objets de cette affaire passionnante, un des premiers objets, c'est la circulation de l'information. Justement, la circulation de l'information, c'est votre matière en tant qu'historien, Stéphane Lamotte, sur cette affaire, une de vos matières. Mais avant d'en reparler, peut-être refaire un point sur les deux protagonistes de l'affaire. Oui. Jean-Baptiste Girard, le prêtre, qui a donc 48 ans au début de l'affaire, en 1728. C'est quelqu'un qui a un certain charisme, d'après ce qu'on peut lire, d'après ce qu'on peut comprendre, qui a un cercle de dévotes autour de lui à la congrégation des Dames Aix-en-Provence. On les appelle même les Girardines. Pareil, est-ce que c'est anachronique ? Est-ce qu'on a dit ça au 19e, est-ce qu'on a dit ça au 18e, est-ce qu'on a dit ça encore plus tard? Et puis il y a Catherine Cadière, donc, qui est une jeune femme, même une jeune fille, elle appartient au milieu de la petite bourgeoisie toulonnaise, elle a une tendance au mysticisme déjà, une sensibilité à ça. On dit que c'est une pénitente et que le père Girard est son directeur de conscience. Alors c'est quoi ce rapport entre les deux, directeur de conscience et pénitente ? Donc effectivement, il faut présenter les deux protagonistes. Pour répondre à votre première partie, déjà, la réalité, c'est que le père Girard est un puissant jésuite charismatique qui a été en poste à Marseille avec Belsace, qui a été également enseignant au Collège Bourbon, qui est de réputation à Aix-en-Provence, puis qui arrive au séminaire des Aumôniers de la Marine à Toulon, un lieu où on voit passer beaucoup de jésuites très réputés et éminents. Donc c'est un intellectuel, les jésuites sont des intellectuels puissants, donc c'est un personnage charismatique et qui de fait arrive auréolé d'une réputation et va s'entourer effectivement d'une cour de dévotes et de pénitentes. Par-delà cette réalité, c'est un personnage qui a aussi ses faiblesses et qui, du coup, va être caricaturé pour en faire un portrait assez négatif. Les portraits, les descriptions des pièces satiriques s'attachent à décrire un petit peu ses traits, sa voix qui est mielleuse, son apparence physique qui serait fuyante, sa laideur présumée. Dans les pièces et dans les commentaires, comme souvent, se mêle la part de réel, l'attraction pour un personnage puissant et aussi la répulsion et un portrait à charge. Il en est de même pour Catherine Cadière, qui est tour à tour présentée comme fort jolie, comme séduisant le père Girard par ses attraits, même l'enchantant, l'ensorcelant. Et puis, à l'inverse, d'autres s'intéressent plutôt à sa constitution fragile, à son manque de caractère, à sa faiblesse. Donc voilà, tout se mêle dans la description, et c'est tout l'intérêt de l'historien que de dépouiller les sources et de montrer la part de discours, la part de réel, avec parfois une difficulté à véritablement savoir ce qu'il en est. Qu'est-ce que c'est qu'une pénitente et un directeur de conscience? Oui, alors... Cadière étant l'une et Girard étant l'autre. Alors, il faut savoir que les jésuites sont de puissants directeurs de conscience. On en connaît un puissant, c'est le père Lachaise, qui a donné son nom à un lieu qu'on connaît bien. Lachaise était le directeur de conscience de Louis XIV. Donc les jésuites, c'est une des raisons pour lesquelles ils sont honnis, ils sont détestés. C'est que les jésuites attachés à Rome sont l'ordre religieux le plus apprécié en France jusqu'aux années 1760, avant leur expulsion.
et ils sont la cible de l'Église gallicane, et notamment de son obédience janséniste qui vise à une hiérarchie moins importante au sein de l'Église et qui s'en prend aux jésuites, qui est un petit peu le parti d'étranger et qui est un parti aussi qui truste un petit peu les postes intellectuels, les postes de confiance. Et donc, comme les jésuites sont les confesseurs des puissants et les directeurs de conscience des puissants, ils peuvent être aussi les directeurs de conscience d'une partie de la petite bourgeoisie, comme c'est le cas ici à Toulon, où le père Girard, qui a sa réputation, va avoir une cour, effectivement, de dévotes, de jeunes femmes en quête de sainteté. On veut devenir sainte, et pour cela, il faut avoir le meilleur directeur de conscience possible. On en change souvent. Hein, si vous passez l'expression, il y a un mercato des directeurs de conscience, et on le voit avec Catherine Cadière, qui passe d'un carme au père Girard, voulant avoir celui qui va la conduire de la façon la plus sûre et la meilleure, en lui proposant les meilleures lectures, les meilleures voies, vers une présumée sainteté. Et on accuse d'ailleurs le père Girard d'utiliser pour cela, justement, des voies un petit peu non orthodoxes pour la conduire à la sainteté. En particulier, il est accusé d'user de quiétisme. Le quiétisme venant du latin quies est en fait une thèse d'un mystique espagnol du XVIIe, Molinos, qui conseille en fait d'abandonner toute volonté, laissez-vous faire, en fait, de s'en remettre à la volonté de Dieu, ce qui est évidemment une tactique pratique pour un directeur de conscience. En demandant à sa pénitente d'abandonner toute volonté, on peut supposer les déviances auxquelles ça peut mener, avec évidemment le passage de l'esprit au corps. Extrait du Droit, le 12 novembre 1837. Un jour, Girard pénétra dans la chambre de la Cadière. Elle était couchée. Il lui persuada que pour être agréable à Dieu et pour expier les fautes qu'elle avait commises, elle devait se montrer à lui toute nue. Il la flagella dans cet état, puis, comme poussé par une irrésistible dévotion, il la couvrit de baisers, prétendant qu'il imitait sur ce corps qu'il venait de sanctifier ce que Marie-Madeleine et les saintes femmes avaient pratiqué sur le corps du Christ avant de le déposer dans le sépulcre. Alors, elle se trouva en sa puissance, et d'après les sensations qu'elle indiqua, on ne peut douter qu'il n'ait consommé sur elle le dernier excès. Bientôt, malgré le don des miracles qui lui avaient été communiqués, la Cadière fut enceinte. Elle n'avait aucune notion sur cet état. Et ce fut encore son confesseur, son directeur, son guide spirituel qui lui communiqua des lumières sur ce point. Il lui donna plusieurs fois à boire une liqueur noirâtre, qu'il apportait lui-même avec beaucoup de mystère. Ce breuvage lui causa d'abord quelques souffrances, puis il lui sembla que, parce qu'elle vit s'échapper de son corps, elle était débarrassée d'un fardeau qui la gênait. Le prêtre venait de détruire le fruit qu'elle portait dans son sein. Il avait commis le crime d'avortement. Donc voilà, c'est ce que vous disiez à l'instant, en sous-entendu, Stéphane Lamotte. C'est là le reproche qui est fait, a fait l'objet du procès côté Père Girard. Et donc, d'ailleurs, la question qui se pose, c'est comment a démarré le procès ? C'est la famille Cadière. La famille Cadière qui comportait aussi certains religieux. Absolument. Un des frères de la Cadière est lui-même religieux, a d'ailleurs été attiré, a été lui aussi dans la cour, si je puis dire, du père Girard, du fait de son charisme. Ce frère de Catherine Cadière a été en difficulté avec les jésuites parce qu'il a été accusé d'avoir en sa possession un livre plus ou moins interdit ou du moins non recommandé. Donc du coup, il s'est brouillé avec les jésuites. Donc on peut imaginer aussi à une autre échelle des petites histoires de vengeance locale, bien évidemment, même si les faits sont avérés. Plusieurs choses se mêlent. On a une histoire possiblement d'amour entre un homme et une femme. On a une histoire entre un directeur de conscience et sa pénitente. On a une histoire de famille. On a aussi une rivalité entre des ordres religieux très localisés dans une ville, Toulon, où jusqu'à la fin du XVIIe, c'était les oratoriens et les carmes qui tenaient un petit peu la direction de conscience, parce que cette direction de conscience n'est pas l'apanage des jésuites. Il y a une histoire de concurrence de territoire. Donc il y a une histoire de concurrence, effectivement, de rivalité de territoire. Par-dessus se greffe, à partir de 1713, et de la bulle Unigenitus, fulminée par le pape, la question janséniste, qui va se greffer la rivalité entre jansénistes et jésuites. Une question politique, une question aussi de sorcellerie, même si la sorcellerie appartient au XVIIe siècle. Des affaires comme celle d'Urbain Grandier ne sont plus reçues, ne sont plus valables en justice. Pour autant, la mémoire est encore vive. On a la mémoire d'un sorcier comme Gaufridi. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi bien le camp jésuite accuse la Cadière d'être une sorcière, et le camp Cadière accuse le père jésuite d'être sorcier. Voilà. Donc on a tous ces thèmes qui un petit peu s'additionnent, créent une espèce de puzzle, et rend l'affaire très complexe.
Alors après, si on devait la lire, peut-être avec une lecture peut-être plus contemporaine et peut-être plus simple pour simplifier les choses, on peut supposer que, profitant en fait de l'aspiration au mysticisme de cette jeune Catherine Cadière, voulant se livrer et faisant entièrement confiance à ce prêtre jésuite auréolé d'un don de la parole et d'un charisme certain et d'un certain pouvoir, elle se fie complètement à lui, elle s'abandonne à lui, elle lui fait confiance, et lui abuse de sa confiance pour la violer. Le terme de rapt, c'est un abus de confiance, d'où le terme d'inceste spirituel que vous avez cité. Il y a un avortement pour éviter de laisser des traces, et c'est ce qui va provoquer, bien évidemment, la plainte de la famille. Et les jésuites, dans un premier temps, comme souvent, parce que c'est ce qui rend l'affaire exceptionnelle, elle est à la fois très banale pour son temps et à la fois exceptionnelle. Les jésuites vont essayer d'étouffer l'affaire, en fait, de trouver un arrangement avec la famille, ce qui est généralement le traitement le plus courant au XVIIIe. Et là, manque de chance, ça ne fonctionne pas. Et la famille Cadière, ainsi que le camp janséniste toulonnais dont j'ai parlé, va souhaiter que le procès soit porté en justice à Aix-en-Provence, ce qui est une prise de risque de leur part. Ils prennent des risques pour leur sœur, pour Catherine Cadière, puisque pendant un premier temps, au début du procès, elle est menacée de mort. Et au final, c'est au vu de l'ampleur de l'affaire et de son audience médiatique que le Parlement de Provence va se partager, et que miraculeusement, les parlementaires à 12 voix contre 12 vont se prononcer en fait pour un acquittement des deux. Et en fait, on va étouffer l'affaire après coup. On l'a pas étouffé avant, on va l'étouffer après coup pour satisfaire tout le monde et ne pas faire trop de bruit. C'est-à-dire que le père Girard va être renvoyé dans sa ville natale à Dole. Et miraculeusement, ça va ranger tout le monde. Catherine Cadière va disparaître. D'aucuns la verront en Italie, voire même les supputations les plus fantaisistes. On la voit partir en Amérique. Elle disparaît. Elle ne laisse pas de trace. Ce qui rajoute du mystère à l'affaire et ce qui explique aussi sa réécriture après. Parce que l'affaire n'est pas vraiment terminée. Stéphane Amott, sur la question de justement la postérité, oui. Vous avez parlé justement de comment l'opinion publique s'est passionnée pour cette affaire dans son temps, au moment où ça s'est passé. Et la postérité s'explique. Est-ce qu'elle s'explique aussi par le fait, déjà qu'elle se raconte avec cette opposition janséniste jésuite, il y a quelque chose d'un face à face, c'est toujours plus facile à raconter, et le côté sulfureux aussi, ce qu'on a lu, ce qu'on a entendu tout à l'heure. Il y a un côté sulfureux qui attise aussi et qui peut d'ailleurs aider à transformer le récit initial en quasi-fiction, ce qui va être le cas d'ailleurs dans les années qui suivent au 19e. Absolument. En fait, ce qui fait la richesse de l'affaire et son intérêt de toujours recommencer, effectivement, c'est la multiplicité des ingrédients, vous l'avez dit. C'est tout d'abord le partage, vraiment le clivage entre deux camps. Pour citer un historien jésuite d'ailleurs, qui a employé l'expression avant moi, je mets des guillemets, elle n'est pas de moi, c'est un peu en assumant l'anachronisme, c'est un peu l'affaire Dreyfus du XVIIIe siècle, tout anachronisme assumé, avec vraiment un partage de l'opinion publique. Donc ça intéresse. Il y a la dimension croustillante, qui est un autre élément, effectivement, qui fait qu'on va s'intéresser et que parfois on va collectionner des pièces de l'affaire, non pas pour la vérité ou pour l'intérêt pour le sujet, mais pour ces aspects dérivés. Et puis je pense qu'il y a une troisième raison, c'est la question religieuse, la question de l'éducation. Pourquoi l'affaire revient au 19e ? En fait, c'est parce que les jésuites reviennent. Les jésuites, après avoir été exclus, reviennent en France, sont autorisés de revenir et de revenir dans l'éducation. Et par exemple, un des grands promoteurs du retour de l'affaire, c'est Michelet. Michelet avec la sorcière. Avec le livre de la sorcière. Voilà, dans la sorcière, qui consacre 3 chapitres à l'affaire Girard-Cadière. Et en fait, derrière son intérêt pour l'affaire Girard-Cadière, c'est son anti-jésuitisme à nouveau et son anticléricalisme en général. C'est une façon de dire, de tout temps, les clercs sont corrompus, de tout temps, les jésuites en particulier, et parents, méfiez-vous, ne confiez pas vos enfants, en particulier votre jeune fille, à l'éducation de clercs et en particulier de jésuites, parce qu'ils sont dangereux. Regardez, par exemple, ce que cette affaire, entre autres, a donné au XVIIIe et regardez jusqu'où cela peut mener. Donc en fait, c'est aussi une façon, dans le débat anticlérical de la fin du XIXe, de ressortir à titre d'exemple, de modèle, pour protéger en fait la vertu des familles. Et justement, ça recrée, ça relance ou ça entretient le débat, puisque dans le Figaro du 30 novembre 1862, un certain monsieur de Lescure fait mention de ce livre de Jules Michelet, La sorcière, et il dit la chose suivante: pour comprendre et apprécier le procès de la Cadière, il eût été bon d'avoir sous les yeux tous les recueils de pièces, il y en a 4 ou 5, vous n'avez lu ou vous ne citez que les factums qui déchargent la Cadière, vous ne faites par trop naïf cette provençale dévote et maniaque dont Girard fut le dupe autant que la victime. Donc on est presque 150 ans plus tard, et il y a encore les défenseurs
défenseurs de Girard contre l'Acadière. Absolument. Voilà, une manière de masque par rapport à un débat plus fondamentalement politique et religieux, on l'a compris. À noter aussi que Victor Hugo cite plusieurs fois l'affaire, notamment les Travailleurs de la mer, donc on est encore, évidemment, on est au 19e. Et puis il y a La Lanterne, le journal La Lanterne, qui publie un récit inspiré de l'affaire. Ce récit, écrit d'après des documents absolument authentiques, lit-on dans La Lanterne, 17 juin 1880, est une page des plus saisissantes et des plus curieuses de l'histoire encore mal connue des Jésuites. Les révélations qu'il contient étonneront certainement nos lecteurs par leur étrangeté et leur hardiesse, bien que l'auteur, loin d'exagérer la vérité, ait été au contraire obligé de l'atténuer sur nombre de points. En fait, cette affaire-là, ce procès et l'affaire Girard-Lacadière, nourrit la presse à l'époque du feuilleton. Le feuilleton, Eugène Sue quasiment, Absolument. mais on plonge dans cette histoire et on entretient quand même sa mémoire. On entretient sa mémoire et pour rebondir, il y a souvent une part de mauvaise foi et on se renvoie dos à dos la balle, même encore au 19e, on s'accuse d'être partisan. Il y a souvent un procès aussi en incompétence, en fait, alors ce qui est assez de mauvaise foi concernant Michelet. Alors pour faire écho à ce que vous disiez, même vous avez cité sa réécriture, dans le même ordre d'idées, peut-être encore plus récent, et c'est encore peut-être plus fascinant, en 1979, dans un numéro de l'Histoire, je suis tombé aux archives jésuites de Vanves sur une perle, sur une correspondance échangée entre le grand historien d'histoire contemporaine Michel Vinocq, directeur et fondateur de la grande revue L'Histoire, et le jésuite archiviste de l'époque, Paul Duclos, qui en fait reproche à Michel Vinocq d'avoir autorisé la publication d'un article dans sa revue, d'un historien qui est Pierre Darmon, qui est un article sur la sorcellerie en général et qui ressort l'affaire Girard-Cadière. Et en gros, que dit Pierre Darmon ? Encore une fois, on ressort l'histoire Girard-Cadière de façon un petit peu orientée, biaisée, et on la ressort uniquement pourquoi ? Pour faire du mal aux jésuites. On est encore dans ce côté très aigu où quelque part les jésuites, soucieux de leur respectabilité et de leur mémoire, sont prêts en fait à couvrir les agissements présumés du père Girard uniquement pour que leur réputation ne soit pas ternie. Série noire à la une. Pour revenir justement sur les différentes sources et l'absence de presse grand public dont on parlait au début de cette discussion, Stéphane Lamotte, je crois que vous parlez quelque part d'une sorte de Rubik's Cube historique en ce qui concerne cette affaire qu'il a fallu... tourner dans tous les sens un petit peu, oui. Voilà, et notamment revenir peut-être sur ce que vous avez appelé, ce qui s'appelle les factums, je ne sais pas si on dit les facta, mais ce que sont est-ce qu'on peut dire ancêtre des réseaux sociaux, en tout cas en termes de commentaires, parce que ça compte presque autant que le document en lui-même. Oui, alors en fait, les factums, ce sont des mémoires que les avocats des deux côtés, en fait, des textes qu'ils écrivaient pour le juge, puisque la plupart du temps, les procès étaient à huis clos, et donc les avocats n'assistaient pas à l'interrogatoire, en fait, des personnes qui défendaient, donc ils écrivaient des textes, des mémoires entre 5 et 200 pages, qui circulaient, qui étaient vendus, qui faisaient objet d'un commerce. On les commentait, on échangeait dans les lettres sur ces factums, ils circulaient, en fait, il y avait plusieurs lieux d'édition, il y avait Toulon, Aix, même Lyon, Paris, avec parfois des variantes. Certains étaient illustrés, on y insérait des... Donc c'est vraiment une sorte, entre guillemets, de presse qui n'en a pas le nom officiel, puisqu'ils peuvent circuler, ils sont édités en plusieurs exemplaires, et qui permettent en fait aux différentes personnes qui s'intéressent à l'affaire de se les procurer et de les commenter. Et ce qui est intéressant, dans les commentaires, j'avais relevé cette citation pour la partager avec vous. On se rend compte que le procès dure 12 mois, dure un an. À la fin, on sent une certaine lassitude. Par exemple, le président Bouillet dit à son correspondant Marais « J'en ai jusqu'à la gorge des factums pour ou contre l'affaire Cadière ». En gros, il y en a un peu assez. Un peu le même phénomène de saturation d'informations qu'on peut ressentir sur les réseaux sociaux pour donner la résonance contemporaine que vous avez, avec parfois aussi le processus, encore une fois en assumant l'anachronisme de fake news qui ne manque pas d'apparaître sur ce type d'affaires. Mais justement, à ce propos-là, comment vous, historien, vous utilisez la presse qui est plus installée, qui ressemble plus à ce qu'est devenu la presse plus tard, à savoir donc le moment où, au 19e, la presse se saisit de l'affaire et en reparle. Comment vous l'utilisez en tant que source, cette presse-là, qui arrive un siècle et demi après l'affaire, qui en a la mémoire, mais forcément est à distance? En fait, ce n'est pas un fait divers contemporain. Donc, il n'y a pas de logique vraiment qui préside en fait à un article. C'est plus le hasard. C'est plus des correspondances. C'est parce qu'il va peut-être y avoir une affaire contemporaine qui va éclabousser un jésuite que du coup, on va, à titre d'exemple, comme je le disais tout à l'heure, ressortir cette affaire. Mais il n'y a pas de véritable logique. C'est un petit peu empirique, c'est un petit peu un hasard. Donc, il faut se garder, être très prudent sur les conclusions. Comme vous le disiez très justement, autant ce qui est très intéressant, quand on consulte les nouvelles ecclésiastiques, donc vrai journal d'opinion janséniste,
avec des correspondants à Toulon et Aix-en-Provence. Donc il y a un vrai travail sérieux. Il y a de journalistes, on peut employer le mot, même si on est au 18e, qui rendent compte de l'affaire. On en rencontre chaque semaine. Alors évidemment, la lecture est partisane, comme dans certains journaux d'opinion encore aujourd'hui, mais le travail est sérieux pour autant. C'est-à-dire qu'on rend compte de ce que disent les avocats, les juges, et le compte-rendu des faits est exact, même si leur interprétation peut être orientée. Au 19e, c'est tout autre chose, puisqu'on va chercher des sources, et le journaliste, en fait, se fait pseudo-historien en allant rechercher des faits qui l'intéressent et qui résonnent avec l'actualité du 19e siècle. Mais on n'a pas un traitement continu de l'affaire. Ça va ressurgir, et ça va refaire un écho, ça va disparaître, ça va s'endormir, et puis ça va renaître à la faveur de tel ou tel fait divers contemporain. Dans la revue du Palais, le 1er septembre 1897, on dit la chose suivante. Au 18e, le Parlement d'Aix eut encore affaire au diable en la personne d'un jésuite, le père Girard, et d'une religieuse de Toulon, Louise Cadière. Écrit Louise. La religieuse était plus qu'à demi-folle, et quant au père Girard, il apparaît que la magie dont on l'accusa servait surtout à donner le change sur sa lubricité. Bon, là, tout le monde était à égalité, mais c'est aussi l'histoire d'un directeur de conscience, on l'a dit, qui utilise son pouvoir, qui est un abus de pouvoir, vous le disiez, et c'est une lecture qui est une grille plus contemporaine encore, mais qui permet de revoir sans doute encore cette affaire-là. Tout à fait. Alors, si vous voulez, donc c'est intéressant, juste, je refais une petite parenthèse sur l'extrait que vous avez lu. Ce qui est très intéressant, dans leur écriture, il y a souvent des erreurs et des approximations, parce que les gens vont vite, évidemment. Et puis, la part de mystère ou la part d'aspects qui ne sont pas encore éclairés fait que parfois ça alimente et ça nourrit les erreurs et la confusion, parce qu'il y a des aspects, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est devenue, donc on va transformer le prénom. Alors dans ce que vous disiez, si vous voulez, il y a deux choses en fait. Il y a le premier niveau très simple qui résonne de façon contemporaine, c'est un directeur de conscience, c'est un abus de pouvoir qui abuse de son pouvoir sur une jeune fille, une femme qui peut être dans cette bourgeoisie, petite bourgeoisie toulonnaise de Toulon, voilà, dans le premier 18e siècle, est un petit peu en situation de faiblesse et se fait abuser. Mais un deuxième niveau de lecture, qui n'enlève rien au premier, est aussi de s'intéresser en fait à cette jeune fille qui, malgré sa faiblesse, va se révéler pendant le procès. Et les témoins le disent, ils la voient lorsqu'elle est sur la sellette, lorsqu'elle doit elle-même se défendre. Par moments, son aisance surprend, y compris les juges du parti adverse, et elle va déstabiliser le père Girard en l'attaquant. C'est-à-dire qu'elle va prendre au fil pendant les 12 mois, elle va prendre une forme d'assurance, peut-être le contact avec ses frères, avec son avocat. On a une forme d'autonomisation. Donc c'est assez intéressant dans l'histoire des femmes, de montrer qu'une femme peut aussi, à la faveur d'un procès et d'un fait très médiatique, non pas s'effondrer, mais se défendre et d'une certaine façon se révéler et faire le respect, y compris de ses adversaires. Et de la même façon, le père Girard, dont la culpabilité est avérée et dont l'abus de pouvoir est certain, en même temps, il est intéressant de voir en lui aussi une personne, comme j'ai dit, qui est victime d'un antigésuitisme et qui est victime aussi d'attaques contre quelqu'un qui représente Rome, qui représente le pouvoir, qui représente aussi une forme d'intellect et qui, malgré les faits qui sont condamnables, peut néanmoins avoir un certain nombre de qualités de religieux, de théologiens, qui ne sont pas non plus complètement à mettre sous silence. Donc c'est ce qui rend l'affaire complexe et intéressante à lire, notamment dans l'écriture où on voit qu'on simplifie forcément, mais la simplification est utile aussi pour comprendre. Merci beaucoup Stéphane Lamotte de nous avoir éclairé, raconté cette affaire Girard-Cadière. Merci à vous. Merci. Ça a été donc passé 1728-1730. Ça a passionné évidemment la région, mais toute la France, Paris et même l'Europe. Vous nous disiez, on en sait maintenant beaucoup plus. Vous êtes historien et professeur au lycée Albert Ier de Monaco, je le rappelle, chercheur associé au Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine à l'Université Nice-Côte d'Azur. Et votre livre, L'affaire Girard-Cadière, justice, satire et religion au XVIIIe siècle, est paru en 2016 aux presses universitaires de Provence. Merci à vous. Merci à vous. Et c'est fini déjà le 17e épisode de Série Noire à la Une, la presse et le crime, le podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Ce podcast a été préparé par Clémence Marie, réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio, avec l'aide de toute l'équipe de Retro News, Étienne Manchette, Julie Duruflé, Manon Faure, Thomas Baumgartner au micro. Vous pouvez bien sûr écouter et réécouter tous les épisodes de Série Noire à la Une sur toutes les plateformes et sur retronews.fr. À bientôt. Série Noire à la Une.